Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier du CX Summit Éloquent 2023, objectif relation client de 2025. Alors nous avons 3 intervenants aujourd'hui et qui vont nous expliquer comment exploiter à 110% les enquêtes de satisfaction, transformer donc la data en pépites et surtout en plan d'action. Et pour cela, je vais peut-être commencer par notre intervenant à distance, donc Grégory Lecoent de la société Virquin, et qui va en fait peut-être nous présenter l'entreprise, puisque en fait moi je connais Virquin puisque j'ai monté il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines un siphon Virquin dont je suis très content chez moi, mais tout le monde peut-être ne connaît pas cette marque-là, donc Grégory, je te laisse peut-être te présenter et présenter l'entreprise. Le groupe Virquin, c'est une société familiale qui a quelques dizaines d'années. On a été créé par un centre de distribution à l'origine après-guerre, société familiale qui a été démarrée par mon grand-père, qui a déposé un brevet dans les années 60 d'un produit qui réglait des problèmes qualité. Et le plastique arrivant en Europe se dit, tiens, je vais fabriquer mon produit moi-même, ce sera plus fiable et moins cher, ce qu'il a fait. Évidemment, le produit a très bien marché parce qu'il réglait un problème qualité. On va y revenir après pour la satisfaction client. Et donc, l'usine a développé et fabriqué ce produit, s'est développé et très vite, l'export Europe du Sud, Europe de l'Est, Afrique du Nord, puis Moyen-Orient et Asie. Il fait que très vite, le groupe Virquin a eu une dimension internationale malgré sa petite taille au début. Et donc, on a eu très vite le regard tourné vers des clients de nature et de culture très différentes. Voilà, aujourd'hui, le groupe Virquin, c'est devenu une entité d'une dizaine de filiales. On a 5000 références commerciales, 9 gammes de produits, 10 zones d'implantation, 5 usines, 6 usines si je compte la fabrication des moules. Et on vend dans une 60aine de pays pour un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Voilà, la culture de Virquin, ce qui nous différencie, ou notre raison d'être, si je puis dire, c'est l'innovation. Et aussi bizarre que cela puisse paraître dans le sanitaire et la plomberie, il y a beaucoup de place pour l'innovation, comme dans tous les domaines. Et on ne s'est pas privé d'en faire ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, on peut dire que le catalogue de produits Virquin est beaucoup basé et fondé sur des produits très innovants qui ont cassé les codes et qui ont, entre autres, par les technologies rendues possibles grâce au plastique, qui est un produit fantastique. Merci pour cette présentation de Virquin. Ce que je propose, c'est que maintenant, on parle de la maison du client. Donc justement, Pauline, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que la maison du client et l'ADN de l'entreprise? Oui, bien sûr. Donc, maison du client, on est un cabinet en stratégie client et en marketing relationnel. On va, comme j'aime bien dire, s'occuper de A à Z de la relation client. L'idée, c'est d'utiliser les informations qu'on a sur les clients et les collaborateurs, et d'ailleurs toutes les parties prenantes des entreprises clientes en B2B ou en B2C, pour ensuite aider notre entreprise cliente, nous, à mieux recruter, mieux fidéliser sur la partie client, mais aussi sur la partie collaborateur. Ça fait partie des enjeux aussi aujourd'hui des entreprises. Et pour ça, on s'appuie sur 3 piliers qui ont beaucoup de sens de A à Z de la relation client. Et je laisse Christophe se présenter et présenter aussi ces 3 piliers. Oui, merci Frédéric de nous donner la parole aujourd'hui. Donc effectivement, Maison du client a une ADN sur la relation client, la stratégie client, qui est composée de 3 savoir-faire, 3 expertises bien spécifiques. Le premier pilier, c'est la capacité d'écouter et de comprendre les enjeux clients, d'où l'utilisation justement de feedback et la solution d'Éloquente. Quand on a quand on a collecté cette donnée, on va pouvoir, sur le deuxième axe, travailler à l'analyse de cette donnée pour prendre des décisions. Et la troisième dimension, c'est mettre en œuvre ces stratégies de façon à interagir avec le client. D'accord. Donc, écouter, comprendre, analyser, valoriser et interagir. Et on verra juste après que vous avez des méthodes qui permettent de transformer ce feedback en plan d'action concret. On parlera de la roue d'Edming, la matrice Lyosa et Close the Loop qui sont vraiment importants. Donc trois outils qui font un petit peu la différence par rapport à ce que l'on retrouve parfois dans d'autres cabinets de consulting. Donc le fait que vous utilisiez Eloquent vous permet d'avoir de la data et ensuite c'est valoriser cette data. Alors justement, si on peut commencer, peut-être le point de départ, c'est de se dire que
pourquoi la voix du client est si importante que ça. Et justement, Grégory, vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est important de faire entrer la voix du client pour que justement celle-ci permette vraiment de driver les équipes innovation, les équipes de l'entreprise, parce que parfois on a des préjugés en interne et finalement c'est le client qui permet de faire passer de bons messages parce que c'est lui qui a raison au final. Oui, tout à fait. Je réfléchissais à ça avec la slide précédente où ça commence par écouter. Il faut commencer par le soleil qui tape un petit peu. La première étape avec le client, c'est de l'écouter. Et je pense que sous prétexte qu'on a beaucoup de commerciaux qui tous les jours rencontrent les clients, avec qui tous les jours ils échangent, on l'écoute de fait le client. Sauf que c'est pas une écoute active, c'est une écoute commerciale. Or, un client peut très bien se plaindre auprès d'un commercial. Le commercial va faire la démarche qui va bien, qui va lui permettre de régler le problème, d'étouffer un peu cette insatisfaction client. Mais au final, on n'a pas écouté le client. On a fait une petite pirouette pour passer à autre chose. Et l'écoute client, ça demande vraiment du temps, de la ressource et de l'acceptation du principe de partir d'une insatisfaction ou d'une remarque client, qui est d'ailleurs pas forcément une insatisfaction, ça peut être une simple remarque constructive ou quelle qu'elle soit, mais de l'écouter dans l'objectif de prendre cette information, de la mettre dans un panier autour desquels des intelligences différentes vont se réunir pour dire est-ce que c'est une bonne nouvelle? Si oui, tant mieux, comment on surfe dessus? Sinon, qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne une bonne nouvelle? Et effectivement, ça commence par l'écoute et il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'écoute. Justement, il y avait une anecdote qui était assez intéressante que vous aviez donnée. C'était en fait donc un produit innovant que vous aviez sorti. Alors je me demande si c'est même pas le siphon que j'ai acheté moi-même ou que vous aviez commercialisé, qui était pour vous un siphon prioritairement anti-odeur. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté chez moi. Mais en fait, on se rendait compte que les clients, c'était pas ça qu'ils attendaient ou c'est pas ça qu'ils comprenaient. Oui, alors ça, quand on fait de l'innovation, il faut être prêt à être surpris, déçu, agréablement surpris, magnifique et terrible en même temps, parce qu'on se lance dans l'inconnu et donc c'est une des forces du groupe. Il y a des gens qui n'aiment pas innover, qui n'aiment pas changer, hein, qui aiment la routine. Nous, on aime bien les choses différentes, mais ce faisant, on prend des risques évidemment. Je maintiens que c'est la meilleure des solutions. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit à mon COMEX en rentrant en 2010 dans le comité de direction de Birkin, c'est que la nature ne fait qu'évoluer. Donc, si nous, on n'évolue pas, c'est qu'on disparaît. Et dans la nature, ce qui n'évolue pas disparaît. Donc, l'innovation, c'est vraiment une raison d'être de la société et qui nous a amené à sortir ce siphon. Alors, à la base de cette réflexion, c'était que je ne vais pas rentrer dans la technique siphon et surtout les antivides, ça fait appel à des notions de physique un tout petit peu techniques, mais voilà, un antivide, ça permet d'améliorer la fonction du siphon qui est d'empêcher les mauvaises odeurs. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas fusionner ces deux fonctionnalités dans un seul produit qui permettrait d'avoir un siphon qui fait encore mieux sa fonctionnalité. Et lorsqu'on a eu cette idée est venue sur la table et comme d'habitude, on discute avec le marketing, la qualité, le commerce, l'industrie, on discute avec tous les métiers de la société pour dire qu'est-ce qu'on fait de cette idée, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et tout le monde était d'accord pour dire que l'idée était très intéressante techniquement parlant, mais en France, Europe de l'Ouest, peut-être un peu moins les Anglais parce qu'ils ont des problèmes d'écoulement, mais voilà, l'antivide, c'est pas quelque chose qui est c'est pas un produit de grande consommation, c'est plutôt un produit de contrainte, on va dire. Donc on s'est dit, bon, est-ce que ça va passer? On essaye. Et en essayant, on s'est dit, bon, on va faire une version avec l'antivide, une version sans l'antivide, dans laquelle il y aura juste le design du produit et quelques autres fonctionnalités, en se disant, on va faire 3 quarts certainement sans l'innovation et 1 quart avec l'innovation, et puis ensuite on partira là-dessus pour pousser. Il s'est trouvé qu'en fait, les ventes ont été exactement l'inverse de ce qu'on avait prévu. Et toujours pareil, quand on se lance dans l'innovation, c'est un peu l'inconnu, et donc on constate les écarts avec ce qu'on avait imaginé au départ. Et non seulement ça a été l'innovation qui s'est vendue 3 fois plus que la partie simple design, et le retour que nous ont fait nos clients, parce qu'évidemment, après un lancement, 6 mois, 3 à 9 mois, on va dire, après un lancement, on commence à questionner les clients pour avoir le retour de leurs propres clients à eux et d'avoir des retours du marché un peu nourris. Et c'était la grosse surprise parce que personne ne nous parlait de l'antivide. Ils nous parlaient du siphon qui était très joli. Donc, certes, bon, merci, ça me fait plaisir de voir qu'un siphon joli déclenche de l'achat. Et il est anti-fuite. Et là, on est un petit peu resté interloqué parce que bon, un siphon qui fuit, c'est pas vraiment un siphon. Et donc, un siphon anti-fuite, c'est un peu soit une oxymore, soit un pléonasme.
Mais voilà, quoi. Donc, on a posé des questions, on est allé un petit peu plus loin dans la compréhension. Là, on a pris un pool de clients avec qui on a fait des interviews un peu plus fouillées. Et en fait, les joints étant surmoulés sur le produit, à tous les endroits du produit, on a surmoulé les joints, ce qui fait que le joint est inamovible et indestructible. D'une approche qui était plutôt d'améliorer la durée de vie du produit, hein, parce que maintenant on a des approches développement durable. Donc quand on conçoit un produit, on fait en sorte qu'il dure plus longtemps dans sa vie de produit qualitative. Donc on l'avait fait pour améliorer la durée de vie du produit, et les clients, ayant visiblement des problèmes de qualité sur les joints, ont interprété ça comme étant une solution contre les fuites. Et donc d'un siphon anti-vide, on est passé à un siphon garantie zéro fuite. Et donc, rétropédalage, on a pris le marketing, la communication, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est super, le client est très content, les ventes sont très bonnes, on change notre communication et on garantit le produit à vie. D'ailleurs, il y a eu une discussion il n'y a pas très longtemps sur qu'est-ce qu'un produit garanti à vie. Nous, on est super fiers parce que ça ne nous serait pas venu forcément à l'idée au démarrage. D'ailleurs, ça ne nous est pas venu à l'idée, et c'est le client qui nous a donné cette idée. Encore une fois, faut-il écouter le client? C'est cette première étape qui est l'écoute qualitative, qui est mise en place aussi par Maison du Client. Donc ça, c'est une des bases, écouter ses clients de manière qualitative. La deuxième base, le deuxième pilier, c'est l'écoute, je dirais, des enquêtes de satisfaction. Là, on rentre un peu plus dans le métier d'Eloquent et notre métier de fournisseur d'outils. Je crois que vous avez vraiment utilisé cet aspect voix du client pour améliorer les process. Ça, c'était 2020-2021. Après, on parlera de 2022-2023. Mais ça vous a vraiment permis d'améliorer les choses. Et avec le principe de la Maison du Client, les méthodologies, close the loop, la route d'émis, etc. Vous avez réussi à faire évoluer les produits. Donc voilà, c'est les comment pouvez-nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur comment ça s'est réalisé de manière pratique chez vous? Puis après, Christophe et Pauline, je vous laisserai nous dire un petit peu ces détails théoriques de cette méthodologie. D'accord. Alors, tout d'abord, j'ai intégré, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai intégré le comité de direction de Virquin en 2010. Moi, je venais de grosses sociétés, j'ai travaillé chez Schneider, chez Saint-Gobain, où les processus sont très en place et très établis. Et la voix du client était pour moi quelque chose de normal, d'indispensable évidemment, mais c'est même plus indispensable quand c'est rentré dans les habitudes, c'est quelque chose de normal. Et chez nous, il y avait peu de voix du client, et j'ai remarqué que nos équipes parlaient à la place du client. Encore une fois, on écoute le client dans la relation commerciale, mais on ne l'écoute pas dans la relation es-tu satisfait de nous? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de mieux pour toi? Donc, il n'y avait pas cette écoute-là, et j'avais fait dès 2010 la remarque que j'aimerais bien entendre la voix du client et pas uniquement les voix internes qui disent que le client est très content. Et donc, on a fait plusieurs étapes, évidemment, pour construire ça. Et en 2019, on a fait une première approche avec les équipes de Christophe pour mettre en place quelque chose de concret. Et par concret, je veux dire, c'était piloté par une société externe, qui est la Maison du Client. Je ne voulais pas être juge et partie, donc je ne voulais pas que ce soit nous en direct qui le fassions, pour ne pas avoir de biais de jugement. Et puis, poser des questions qui soient construites, là aussi, par une société dont c'est le métier de poser des questions aux clients. En tant que fabricant, notre expertise n'est pas la question au client. Nous, notre métier, c'est de pousser le produit chez le client, de faire en sorte qu'il paye et qu'il soit satisfait par le produit. Mais tout autour du produit, il y a 1000 interactions, on va dire, entre le client, le fournisseur, son propre client lui-même, le packaging, la finance, la qualité, il y a la logistique, il y a beaucoup d'interactions autres que le produit lui-même. Et il fallait vraiment une société dont ce soit le métier, du moins c'était mon souhait, pour apprendre à poser les bonnes questions de la bonne manière aux clients, avec un minimum de biais. La Maison du Client étant tout à fait professionnelle dans le domaine, j'étais très satisfait du travail qui a été fait. Évidemment, les réponses, c'est une autre histoire, parce que là, on ne maîtrise pas, et ça a été la révélation, on va dire, pour moi, le vrai gain dans cette première démarche, dans cette initialisation de la démarche, ça a été le choc culturel de se rendre compte que le client ne nous dit pas ce que nous, on pense qu'il va dire. C'est d'ailleurs pas forcément une critique. Le client n'a pas besoin de nous dire « vous êtes mauvais » pour que ce soit un choc. Il peut nous dire « Virquin, j'adore, c'est magnifique, vous nous livrez très vite ». Les innovations, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais vous nous livrez très vite. Il y a des réponses positives qui sont choquantes. Et ça, pour moi, ça a été le vrai révélateur. C'était le signe que la philosophie de cette enquête, de cette démarche avait fonctionné. C'est qu'on était surpris par des réponses négatives, mais aussi par des réponses positives. Le client n'est pas là où on l'attend, et ça a été en interne un vrai
une vraie prise de conscience que c'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose que le client a exactement le même vécu et le même ressenti. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi cette remontée d'informations au niveau du CODIR. S'il faut qu'il y ait cette volonté, comme vous l'avez mis en place chez vous, chez Virquin, il faut que ça soit présenté au niveau des CODIR, après redescendu au niveau des collaborateurs, mais qu'ils soient associés. Parce que cette présentation des résultats, on l'a vu quand on a fait la préparation, les collaborateurs ont été associés avec 2 personnes qui étaient là pour présenter les résultats, c'est ça? En COMEX. Ouais, en COMEX. Il y avait cette double démarche effectivement d'impliquer le comité de direction. Ça partait de nous, donc il était assez logique qu'on soit dedans. Mais en même temps, j'aime bien le en même temps parce que c'est souvent compliqué la vie. C'était surtout pas que le CODIR, parce que je voulais pas que ça reste à notre niveau et que ça intègre un beau tiroir et qu'on n'en ressorte jamais. Donc dès le début, Christophe a travaillé avec les équipes pour la démarche opérationnelle de l'enquête, pour l'analyse et pour les plans d'action à mettre en place. Donc en fait, le COMEX n'a été qu'un suiveur de ce projet pour s'assurer que tout se passe bien, pour être au courant, pour être informé et pour aussi derrière mettre en place des choses au niveau du processus budgétaire pour prendre en compte les bonnes remarques intéressantes ressorties de cette étude. Mais à la limite, il aurait fallu enlever quelqu'un, j'aurais plutôt enlevé le COMEX que les opérationnels. Mais je crois d'ailleurs, vous m'avez dit qu'il faut en fait le COMEX parce qu'il y a des choses qui sont du niveau du COMEX et d'autres choses qui sont du niveau des collaborateurs. Donc il y a cet arbitrage qui doit absolument être fait et se dire, bah voilà, là il y a des choses d'organisation, des choses de process, des choses un petit peu lourdes et là c'est le COMEX qui intervient. En revanche, il y a les opérationnels et eux, ils doivent être acteurs et les remonter, comme on dit, l'enquête de satisfaction, les enquêtes de satisfaction sont là pour passer à des plans d'action. C'est ça, hein? Oui, alors il y a évidemment cet aspect de la complexité. Il ne faut pas non plus donner à un collaborateur un sujet qui sera pas en mesure de porter, soit parce qu'il y a trop de monde impliqué, soit parce qu'il n'a pas la main sur les entités concernées. Donc, mais c'était plutôt une autre approche, c'était que c'était la première fois qu'on traitait avec la maison du client cette démarche formelle que je voulais très pédagogique, apprenante. Donc, si vous commencez une expérience en mettant un projet insupportable, extrêmement compliqué et nécessitant beaucoup d'investissement, de temps, etc., les gens risquent de se décourager. Pour une première expérience, on a décidé, et je pense que c'était une très bonne décision et on en a vu les résultats, de dire bah, on va faire cette fameuse matrice complexité-impact et on va se concentrer sur ce qui a beaucoup d'impact avec peu de complexité. Comme ça, les collaborateurs qui vont travailler sur ces sujets vont obtenir des résultats rapidement et c'est eux qui vont être demandeurs de la prochaine enquête pour pouvoir faire l'étape suivante. Ouais, parce que vous avez mis en place en fait ces fameuses fiches actions qui permettent de passer au concret. Alors justement, ça se matérialisait comment ces fameuses fiches actions suite à cette première analyse, ce premier positionnement des choses faciles et compliquées à mettre en place? Alors d'abord, encore une fois, nous on existe depuis plusieurs dizaines d'années, donc on avait nos propres process internes qui sont des process industriels, financiers, commerciaux, etc. Mais j'ai trouvé l'approche de la maison du client intéressante. Donc j'ai pas voulu mettre des process Virquin sur une démarche maison du client. C'était une démarche à l'initiative de Virquin, mais c'était vraiment une démarche maison du client. Donc c'est eux qui ont piloté. Et quand Christophe m'a dit bon bah comment on fait pour le truc, je dis tu fais comme tu as l'habitude de faire. Je ne veux surtout pas te demander de faire du Virquin. Tu fais de la maison du client chez Virquin. Et Christophe est venu avec ses équipes et ses outils. Et je dois dire, quand j'ai vu cette matrice, cette synthèse en fait, qui était le résultat de plusieurs mois de travail sur un seul slide, l'ensemble des points soulevés par les clients, les complexes et les impactants, donc plus ou moins complexes, plus ou moins impactants, je dis c'est magnifique parce que en un seul slide, on arrive à résumer 6 mois de travail, 6 mois de travail compliqués avec beaucoup de personnes impliquées, beaucoup de thématiques différentes. Et je me suis dit, ça a été mon premier. Plutôt voilà, c'est cette matrice-là. La conclusion de ma réflexion sur l'intervention de maison du client, je crois que j'en ai même pas parlé à Christophe, c'est que un prestataire comme maison du client qui est capable de synthétiser un sujet aussi complexe, avec autant de thématiques, aussi différentes, aussi variées, en un seul slide, et en un seul slide se dire, bah, c'est là que se situe mon gain, et là, je vais avoir des choses que je traiterai dans un autre temps. Je me suis dit, ça, c'est une vraie maîtrise c'est un vrai savoir-faire de ce métier qui est la satisfaction client. Bah,
Alors justement, ce slide qui vaut si cher que ça, est-ce que tu peux juste nous le commenter rapidement? Parce que bon, on l'a flouté pour des raisons de confidentialité. Néanmoins, quand on le voit à l'écran, on voit qu'il y a des petits post-it, il y a des petites couleurs, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne et quel est le principe? Alors, le principe, peut-être qu'on rentrera dans le détail, mais là, en fait, on a 3 étapes. En partant de la gauche, on a justement l'exploitation des résultats de l'enquête de satisfaction qui ont, lors d'un premier atelier avec les collaborateurs, amené à l'identification de ce qu'on appelle des CPN, c'est comment pourrions-nous valoriser ce point positif ou corriger ce point négatif. Et donc là, on a listé, de mémoire, il y avait 36 points, qu'on a listé et qu'on a ensuite hiérarchisé en celui qui serait le plus impactant pour améliorer la relation client. Donc c'est dans la slide du diagramme d'Ishikawa, c'est celle qui est la plus proche donc à droite, versus les jaunes et rouges qui sont un peu éloignés. Donc là, je reste sur les 2 slides de gauche. Ce travail-là avec les collaborateurs nous a amené à synthétiser 12 points très précis qui devaient être exploités, soit valorisés, soit corrigés par Virquin. Et donc en COMEX, comme l'a rappelé Grégory, on est venu simplement avec cette slide au centre en disant voilà les 12 points. Vous, les membres du COMEX, avec 2 collaborateurs qui avaient participé aux différents ateliers, ensemble on va positionner les points entre ce qui est facilement atteignable avec beaucoup d'impact, de ce qui est moins facilement atteignable, et etc., etc. Et donc, c'est les membres du COMEX qui, debout, sont venus positionner les différents éléments et d'un point de vue collégial, déterminer ce qui devait être de la décision et de l'évolution du COMEX, ce que Grégory a rappelé, versus, c'est le rond rouge, ce qui est activable facilement par les collaborateurs, par les équipes. Et donc, quand on a décidé, acté avec le COMEX de ces différentes actions, on a construit avec les collaborateurs qu'on a remis en atelier les fameuses fiches actions. C'est-à-dire que ce qui a été sélectionné, on le précise mot à mot. On liste qui est-ce qui va être responsable de ces actions, de ce chantier, les différentes actions, comment elles sont planifiées, et cerise sur le gâteau, les indicateurs qu'on met en place pour s'assurer que le plan d'action est décliné positivement. Et donc ça, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle aborde à la fois les points positifs qu'on veut valoriser et les points critiques qu'on veut corriger. Et globalement, c'est ce qu'on appelle la route de Deming. Donc, c'est un process d'amélioration continue, issu des cercles de qualité. C'est être en capacité, dans un environnement borné, de donner la parole à des personnes qui sont vraiment acteurs de la mission pour les écouter, les entendre et conduire à des actions pragmatiques et réalistes. Ce n'est pas quelque chose qui est en lévitation, qui vient d'en haut. C'est les collaborateurs du terrain qui disent, en fait, si on faisait ça, ça serait mieux. Ou si on pouvait capitaliser là-dessus, ça donnerait une valeur en termes de communication très intéressante versus la concurrence. On y reviendra sur la méthodologie, mais là en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est simple et très visuel et ça apporte tout de suite en fait des plans d'action qu'on peut déployer. Alors justement, chez Virquin, sans dévoiler toute bien sûr la confidentialité, quels ont été les impacts de ce chantier qui a été mis en place? Donc on a dit 2020-2021, ensuite on se projetera sur 2023. Est-ce que ça a changé les choses? Ça a fait bouger les lignes? Qu'est-ce que ça a changé de manière concrète en fait dans l'entreprise? Ça a changé beaucoup de choses. Encore une fois, le premier impact, il a été instantané, c'était la prise de conscience. Et ça c'est riche quand les collaborateurs se rendent compte que le client n'est pas forcément 100% en phase avec ce que eux imaginaient que le client penserait ou croirait de nous, ou comprendrait de nous. C'est pour ça que je vous disais, ça vaut cher parce que ça a généré de la croissance derrière. Un client satisfait, il passe plus de commandes. Ou du moins, c'est même pas un client satisfait, c'est un client qui comprend qu'on l'écoute. Parce qu'il voit des changements arriver
derrière, il repasse des commandes beaucoup plus facilement. Il va vous confier des nouveaux appels d'offres beaucoup plus facilement que s'il a l'impression qu'on se fiche de lui ou qu'à chaque fois qu'il apprend son téléphone, ça ne décroche pas et qu'il a ce petit répondeur qui répond pas à sa question. Donc ça, c'était le premier impact. Il était immédiat et je dois reconnaître que c'est assez massif. On en parle encore aujourd'hui de cette fameuse enquête et ça a été un peu un coup de tonnerre en interne. Encore une fois, pas que sur du négatif. Hein. C'était un point de départ, on va dire. Et c'était très constructif. Ensuite, ce qui a changé concrètement chez nous, ça a été ce qu'on appelait avec Christophe les quick wins, c'était les mises en place de petites process sur l'administration des ventes. Ça se situe souvent à l'administration des ventes, à la supply chain et au service après-vente. Donc, pourquoi ces 3 points? Parce que généralement, le client, quand il appelle la supply chain, c'est parce que sa commande n'a pas été livrée. Généralement, quand il appelle l'administration des ventes ou le SAV, c'est parce qu'il a eu un problème ou parce qu'il a une question. Et c'est pas un secret que de révéler qu'un client qui a un problème à qui on va bien répondre, il sera peut-être plus satisfait après son problème qu'avant. Un client qui appelle parce qu'il a un problème, un siphon défectueux ou un mécanisme qui n'a pas été livré et qu'en plus on lui répond mal parce qu'il ne s'est pas adressé à la bonne personne ou parce que la personne n'était pas là ou qu'on a fait la mauvaise réponse, c'est une double insatisfaction. Et donc là, ça se multiplie, ça ne s'additionne pas. Donc, sans aucun secret, hein, parce que c'est comme dans toute entité industrielle, il y a des progrès à faire dans tous les sens. On a mis en place des outils de suivi de l'activité de l'administration des ventes et on a changé l'organisation du service après-vente et de la gestion de la qualité client. Ça a commencé, entre autres, par des formations de comment je parle à un client qui a un problème qualité. Parce que ça peut paraître paradoxal, mais on s'était dit, pour le service après-vente, on va mettre un technicien, parce que le technicien, il saura répondre à la question technique du client. Sauf que le technicien, il ne parle pas toujours avec le langage du client. Donc, il va dire, ah bah oui, ça, vous avez ce produit-là, mais c'est normal, on ne peut rien faire. Ou, vous avez ça, oui, mais vous l'avez monté à l'envers, regardez, là, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut lire la notice, monsieur. Vous voyez, le client se faisait un peu engueuler quand il appelait chez nous, parce qu'il ne sait pas monter le produit, c'est inadmissible. Donc, on est passé, en fait, d'un service technique à un service commercial, même si c'est pour faire du dépannage technique après la vente. On a mis du commerce et du marketing là où on avait surtout de la technique. Et ça, c'était des conclusions très directes, des questions des clients qui disaient assez gentiment, il faudrait juste nous parler correctement quand on appelle parce qu'on a un problème. C'est vrai que ça peut paraître évident quand on connaît pas la plomberie, qu'on connaît la plomberie, mais quand on n'y connaît pas, quand on est débutant, c'est pas forcément évident. Et j'en suis le témoin. Alors, justement, pour finir avec votre intervention, là, on a parlé donc des années 2021 et 2020. Je crois que en fait, votre prochaine étape consiste en fait à élargir ce dispositif d'écoute client. Vous avez dit que vous êtes une entreprise internationale et en fait, vous allez vraiment mettre en place et industrialiser avec une enquête, je crois, en 12 langues sur une durée annuelle. Alors, c'est quoi un petit peu ces évolutions à venir? Et puis après, on pourra passer sur la méthodologie de maison du client. Alors, juste pour vous montrer comment le client peut monter un siphon. Ah, mais il n'est pas au bon endroit, là. Il est au bon endroit, mais il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est cette semaine. Et j'étais content de voir que la réflexion, ça a été de dire, on a apporté au client le document de support de formation pour lui expliquer comment monter un siphon. Il y a quelques années, on se serait moqué du client en lui disant, non mais, faites un autre métier, quoi. Donc voilà, ça c'est le quotidien. Alors, plus sérieusement, pour la prochaine étape, l'objectif de Virquin, on est un groupe international et mon objectif sur l'avenir du groupe, c'est d'avoir toutes nos entités qui se comportent de la même façon. Et pas uniquement la France, l'Europe de l'Ouest, les pays développés, etc. On est implanté dans des pays très variés, avec soit des usines, soit des stocks commerciaux, soit des agences, soit rien du tout, donc de la vente à distance. Et donc, le vécu et la perception de ces différents clients dans ces 60 pays de Virquin est forcément différente. Donc, avec la maison du client, on a décidé d'élargir le scope, le périmètre de mesure. Donc, ça passe évidemment par la complexité des langues des zones où nous sommes implantés et d'impliquer l'ensemble des filiales commerciales dans cette démarche de façon à avoir un scope plus large qui, assez logiquement, ne devrait pas apporter plus d'informations, mais devrait apporter des informations mieux catégorisées et pour la première fois catégorisées par zone géographique.
Ça, je pense que ce sera une information nouvelle chez nous. Et parce que, vous savez, culturellement, un pays ou un autre ne va pas focaliser sur les mêmes actions, sur les mêmes problématiques, sur les mêmes sujets, sur les mêmes thématiques. On ne va pas réagir de la même façon aux mêmes problèmes. Donc, ça va être très intéressant de mesurer un peu cet impact culturel géographique. D'accord, merci pour toutes ces informations. Ce que je propose, c'est que maintenant on passe à la méthodologie. Merci Grégory, merci pour votre temps. Ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant à la méthodologie un peu plus détaillée, puisqu'on a vu le résultat final. Mais parlons un petit peu de tout le travail qui est fait. Donc la matrice de Sylvie Liosa, le fameux close the loop, la route d'Hemming. Alors dites-moi un petit peu, vous deux, Pauline et Christophe, comment ça marche, c'est quoi cette méthode? Alors, déjà... Oui, bien sûr. Merci Grégory, encore une fois. Merci Grégory, merci. Et donc oui, effectivement, c'est très intéressant le témoignage de Grégory parce qu'on rentre sur l'ADN de ma société, à savoir qu'on ne fait pas des enquêtes pour le plaisir de faire des enquêtes. Écouter la voix du client, ça doit permettre de prendre des décisions. Et donc on construit à la fois le dispositif de recueil d'informations et puis le dispositif d'exploitation avec cette volonté permettre à un comité de direction de prendre des décisions éclairées. Fondamentalement, c'est ça. Et alors ça consiste en quoi? Ça consiste tout d'abord à prendre le pouls de la société, comprendre un petit peu quels sont ses leviers, de façon à interroger ses clients, voire ses collaborateurs, parce qu'on travaille sur ces deux dimensions, non seulement en essayant de capter un NPS, une satisfaction, mais surtout en essayant de capter les items qui vont être plus ou moins contributifs à cette satisfaction. Et là, ça permet donc justement d'arriver à ce qui est normalement le bout du bout, c'est-à-dire que quand on fait une restitution d'une enquête, souvent on va commencer par la note de satisfaction, les évolutions dans le temps, etc. Mais je me suis aperçu par expérience qu'à la limite, on pourrait arriver en soutenance devant une direction simplement avec la matrice de Sylvie Liosa. La matrice de Sylvie Liosa, en fait, qu'on voit à l'écran. Alors pour la petite histoire, Sylvie Liosa est un chercheur universitaire de Aix en Provence. On a beaucoup travaillé avec elle sur l'exploitation de sa matrice. Fondamentalement, elle a travaillé pour permettre de ranger les items qui sont contributifs à la satisfaction en 4 catégories. Parce qu'on pourrait croire que la satisfaction, c'est quelque chose de global. Et en fait, elle a fait la démonstration, donc, sur la base des travaux de Cano des années 80, qu'il y a des items qu'elle appelle basiques, à savoir que si on n'est pas au rendez-vous de ces items, eh bien en fait on va tirer la satisfaction globale très fortement vers le bas, et par contre si on est au rendez-vous, le client va considérer que c'est normal, et donc il ne va pas sauter au plafond. Donc là les basiques, quand on va voir une direction générale et qu'on lui dit « vous n'êtes pas au rendez-vous de vos basiques », la réunion elle pourrait s'arrêter là en disant c'est une catastrophe, on n'est pas au rendez-vous de ce qu'est notre métier, donc c'est même pas la peine d'espérer autre chose, corrigeons ces basiques. Donc ça c'est le premier travail quand on exploite les résultats via la matrice Liosa, c'est d'identifier les basiques. Après il y a un deuxième cadran, donc c'est lui qui est en haut à droite, qui va être les critères alors là on va l'avoir ici, voilà les critères clés. Les critères clés, ce sont ceux qui vont nous permettre de se positionner par rapport à la concurrence. Si on est bon, on a une note de satisfaction globale haute. Si on est mauvais, on a une note de satisfaction globale faible. Et donc là, on commence à jouer un petit peu sur l'avantage compétitif versus les autres. La différenciation. Et puis le troisième, ça va être les critères clés ou plus. Ce sont des critères qui font que si on est mauvais, comme le client ne nous attend pas là, ça n'a pas d'impact sur la satisfaction globale. Par contre, si on est bon, il y a un effet surprise qui va faire un vrai avantage concurrentiel. Et donc, quand nous, on construit une enquête avec nos clients, on va anticiper ces différents items. Souvent, c'est les items issus d'un parcours client, etc. Pour voir les fameux moments de vérité, sans trahir de grands secrets, pour voir comment ces moments de vérité se positionnent via une matrice Liosa.
dans les catégories et surtout la note donnée par le client par rapport à cette catégorie. Donc en fait, une matrice CESA donne 2 informations. C'est un item basique. Ouais. Et j'ai une bonne note, par exemple, dans le cas présent, on a le traitement des réclamations. On voit que c'est un item basique et on voit qu'on a la note de 5,9 sur 10. Ah, c'est Donc, pas. 5,9, ça va, c'est à peu près correct. C'est correct, mais si on vise une note de satisfaction de 8 ou de 9, Ah oui. à 5,6 ou On n'y est pas. on n'y est pas. Et donc, ça va permettre d'ajuster ces aspects-là. Et donc, pour aller un tout petit peu plus loin, parce que là, c'était une première matrice simple, mais quand on travaille sur des modèles un peu plus sophistiqués, là, on va avoir, donc là encore, les 4 catégories d'items, mais on va voir qu'il y a des items qui ont des notes catastrophiques en basique. Là, de mémoire, il y a un item qui a 3,5 sur 10. Donc, c'est-à-dire que voilà, il faut à tout prix que Travailler dans ce priorité. contexte, de travailler cet aspect-là en priorité. Et pour terminer sur cette matrice, là, je donne des exemples qui sont des exemples critiques qui doivent corriger, mais on peut aussi mettre en avant des items qui sont très positifs, qui permettent de créer un avantage concurrentiel ou un effet waouh, comme on disait autrefois. Alors, je ne sais plus si c'est trop à la mode, mais autrefois. Et donc, se dire, là-dessus, je peux capitaliser, c'est-à-dire que je peux prendre la parole sur un résultat d'une enquête qui met en avant un item très positif sur lequel je suis significativement différent des compétiteurs. Alors, on a vu donc les éléments plus, les éléments clés, les éléments basiques. L'élément secondaire, ça. Alors, je l'ai effectivement pas abordé parce qu'en fait, l'élément secondaire, il arrive vraiment qu'en 4e position, puisque qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, ça n'a pas d'impact sur la satisfaction globale. Donc, il y a vraiment une hiérarchie en tant que codir, en tant que dirigeant d'une entreprise. J'identifie mes basiques et je dois savoir si je suis au rendez-vous de mes clients. Si c'est OK, je peux passer à tous les éléments qui vont me permettre de positionner par rapport à la concurrence et puis aller sur le 3e cadran sur en quoi je peux vraiment créer cet effet wow. Et les effets secondaires, généralement, on a déjà beaucoup de choses à faire par ailleurs. On les traitera quand tout ira bien. Ouais, et donc là, on voit comment ça se matérialise avec ces fameux items, avec ces fameuses notes. Et est-ce qu'on est au rendez-vous ou pas avec la note sur 10 Exactement, c'est des notes. Et ça, c'est pour le coup très impactant aussi vis-à-vis des équipes, puisque effectivement, des entreprises qui mettent déjà en place des dispositifs d'écoute pour aller collecter de la data, des éléments de satisfaction ou d'insatisfaction, c'est déjà très bien. Néanmoins, quand on va ensuite partager ça auprès d'un codir, d'un COMEX ou même de l'ensemble de l'entreprise, quand on intègre les collaborateurs, on va avoir tendance à s'orienter sur ce qui est le moins coûteux, ce qui est le plus facile à mettre en place, ce qui va être le plus facile aussi ou accessible pour les équipes. La problématique, c'est qu'on ne va pas réussir à transformer cette data en pépite, puisque finalement, on va se concentrer peut-être sur des éléments qui ne sont pas clés, qui ne sont pas des basiques pour le client. Voilà. Donc, on va avoir peut-être tendance à se concentrer sur des éléments d'innovation, parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on a envie de démarquer l'entreprise par rapport à la concurrence sur son marché. Mais finalement, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Et donc, on va se retrouver avec des entreprises qui ont développé des produits, des services super innovant, mais qui n'est pas capable finalement d'assurer une livraison sans irritant, d'avoir une livraison de produits pour le coup de A à Z. Et donc, on va se concentrer sur les mauvaises choses. Donc ça, c'est très impactant d'arriver sur ce type de matrice pour ensuite prendre les bonnes décisions et mettre les investissements en temps financier sur les bons endroits. Alors justement, on arrive à l'étape suivante, qui est essayer de faire de l'amélioration continue, en particulier avec le concept de la route d'Hamming. Alors, je vous laisse nous en parler, puisque c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est la route Sisyphe, mais c'est une route d'Hamming. C'est exactement dans la continuité de ce qu'on évoquait tout de suite. L'idée, c'est donc nous, on se sert de cette méthodologie-là aussi pour pouvoir mener nos projets, pour accompagner nos clients. L'idée, c'est d'avoir d'abord une observation globale de l'entreprise. Donc, on va réaliser des temps d'immersion dans l'entreprise pour aller prendre le pouls, analyser un peu ce qui se passe dans l'entreprise et d'écouter ce qui semble être la réalité pour le CODIR, le COMEX qui nous a sollicité à la base. Je note quand même que c'est très important quand le COMEX CODIR est à la base de la décision d'écouter les clients et les collaborateurs. C'est plus facile ensuite pour engager toute l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette immersion, en général, on repart avec un parcours client type, une réalité pour le CODIR, le COMEX de ce qu'il souhaite ou souhaitait mettre en place. Après,
après, l'idée, c'est d'aller écouter les cibles, finalement, en atelier collaboratif, en workshop, d'aller confronter un peu ce parcours type qui avait été imaginé à la réalité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé encore dernièrement avec un client qui est plutôt dans la formation professionnelle pour les adultes. Et l'idée, c'est de se dire, par rapport à ce qui a été imaginé initialement, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Déjà, on a des premières informations qui sont plutôt intéressantes, on va dire ça comme ça, tant en termes de bonnes surprises, mais aussi, comme disait tout à l'heure Grégory, des fois un peu moins bonnes surprises sur l'entreprise pensait faire ce parcours client. Là, pensait mettre en place des choses plutôt positives. Finalement, le ressenti, l'émotion vécue à ce moment-là est différent. Voilà, ou alors on essaie de se concentrer sur des choses très innovantes et puis finalement le basique est pas respecté et donc ça sert à rien d'aller plus loin. On va déjà se concentrer sur la base et donc tout ça on va le faire donc à travers des ateliers collaboratifs qui vont permettre in fine de dresser tous les irritants et aussi capitaliser sur les choses qui fonctionnent bien. Ça c'est très important aussi pour rassurer les collaborateurs de ce qui est mis en place, pour assurer la direction du fait qu'il y a quand même des choses dans le parcours client initialement souhaité qui sont réalisées. Pour ensuite arriver dans une mise en œuvre. On a identifié le parcours client, on réajuste par rapport à la réalité vs le souhaité et ensuite on identifie les points où c'est du positif, les points irritants et on va travailler dessus à travers des fiches donc du comment pourrions-nous pour entrer vraiment dans l'action concrète de voilà la problématique, voilà en quoi, grâce à la matrice de Sylvie Iosa, voilà en quoi est-ce que cet élément-là va être plus contributif ou pas à la note de satisfaction globale. Et ensuite, ça nous permet de livrer vraiment tout simplement un plan d'action très concret et valider ensuite la mise en application avec les équipes et le COMEX ou que dire. Ouais, c'est vrai que en plus ce terme comment pourrions-nous est vraiment dans la participation et les gens vont être acteurs là-dessus. Et pour l'histoire du centre de formation, là, vous l'avez bien dit, l'enquête remontait que les clients demandaient avant de recevoir des goodies ou des choses comme ça, déjà que les fondamentaux d'une bonne formation suivie étaient essentiels, quoi. Exactement, c'est d'autant plus important que là en plus il y a une notion de formation professionnelle, donc de reconversion. L'idée c'est de retourner dans la vie active. Si les éléments, les basiques ne sont pas respectés, alors on aura beau effectivement avoir un super goodies, ça n'aidera pas derrière au retour à la vie active et à l'obtention de la certification par exemple. Donc, et en fait c'est là où on arrive effectivement dans cette roue de Deming, on considère et on fait l'hypothèse que si tout ce schéma-là, cette méthodologie-là est bien respectée, alors forcément là, ça va faire grandir l'entreprise, grandir l'organisation. Et si on tire le fil dans l'autre sens, l'idée aussi c'est de construire des enquêtes qui vont permettre in fine de pouvoir prendre ces décisions, de pouvoir mettre en place des actions qui vont aller dans le sens de la transformation de cette data collectée en pépites. Alors, on a parlé là de prendre la donnée, on voit bien avec Cedrou qu'on va passer à l'action, des ateliers collaboratifs, de embarquer les personnes qui sont vraiment essentielles, parce qu'on l'a dit avec Virquin, c'est pas tout de présenter au CODIR, mais fait que les gens y assistent, la mise en œuvre, le suivi, les fiches actions, comment pourrions-nous, les fiches actions derrière. Il y a aussi un principe que vous mettez en place et que vous prenez, c'est le close the loop. Ah oui, donc ça c'est aussi... c'est juste après. Ouais, c'est juste après. Donc alors, la notion de close the loop, on reste un peu dans la route Deming, le processus d'amélioration continue, qui consiste à dire, si grâce aux remontées clients, remontées collaborateurs, j'identifie un point sur lequel je dois travailler ou sur lequel je dois capitaliser, alors il est presque de mon devoir de revenir vers la personne qui a répondu, donc le client ou le collaborateur, en lui disant grâce à toi, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai évolué, comment ce que j'ai pu faire. Donc ce close the loop, on dit close the loop marketing parce que c'est presque une action de communication, mais cette action de communication elle a un rationnel qui consiste à dire voilà la décision que j'ai prise grâce à toi. Et donc ça commence par un remerciement. Et je pense que Frédéric est bien au fait, plus on informe le client du fait qu'on a tenu compte de ses remarques, plus il est participatif aux enquêtes suivantes. Ils sont impliqués, contributifs. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on systématise, en tout cas dans nos discours auprès des comités de direction. On ne va pas faire une enquête sans prendre des décisions et sans informer le répondant, qu'il soit collaborateur ou client, de l'action qui a été mise en route
grâce à lui. Et ça, donc, ça peut paraître anecdotique, hein, c'est un petit geste. Là, par exemple, c'est l'envoi d'un email où on remercie en disant grâce à vous, voilà ce qu'on va faire. Et ça a des vrais impacts en termes de waouh, je sers à quelque chose, quoi. D'accord. Là, je pense que sur la partie plan d'action et méthodologie, on avait vu pas mal de choses. Donc, la fameuse matrice, les priorités. Si on peut résumer en une phrase, en fait, la méthodologie, est-ce que vous préconisez aux clients et aux personnes qui nous écoutent? Ça serait quoi, si on résumait en une seule phrase, si on veut donc tirer le maximum des données de ces enquêtes de satisfaction? Alors, pour déjà faire le lien avec ce que disait Pauline, c'est que ça commence par une prise de conscience quand même à un niveau CODIR. C'est-à-dire que je veux vraiment faire améliorer les choses, quoi. Il y a une démarche, il y a une volonté. Je veux améliorer les choses, améliorer mon chiffre d'affaires, hein, parce que derrière tout ça, et j'ai compris que ça passait par la satisfaction client. Mais il ne faut pas que ce soit non plus une démarche un peu pinkwashing, c'est-à-dire on va mettre en place la culture client parce que ça fait bien, parce que on s'est demandé par les collaborateurs et que ça fait une jolie image. L'idée, c'est que ce soit vraiment, ça transpire, ce soit dans l'ADN, on a vraiment envie de faire évoluer les choses. Très important. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Et ensuite, il y a une dimension très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va poser la question, mais pour obtenir des informations qui vont nous permettre de faire évoluer les choses ou de capitaliser sur quelque chose. Donc il y a une très forte orientation opérationnelle. Je ne suis pas là pour mettre sur mon site web que 9,8% des clients sont satisfaits. Ça, c'est quelque part... C'est pas, enfin, c'est pas. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas d'intérêt. Ce qui a intérêt, c'est d'améliorer les process et passer à l'action. Voilà, exactement, et de prendre des décisions opérationnelles. Merci Christophe. Alors Chantal, si on veut gagner le nouvel exemplaire du livre de la marque, le management de l'insatisfaction, quelle est la question? Alors déjà, on se prépare. On est devant son clavier et la question est la suivante. Quel est le nom de la roue mentionnée par Maison du Client? Là, on ne donne pas d'indice, mais on l'a dit plusieurs fois. Alors, on va peut-être répondre. prendre les premières questions qui nous viennent du chat. Je crois Ouais. que Alors, Chantal et Hermène nous disent qu'il y en a plusieurs. Il y en avait peut-être pour Virquin, mais je pense que vous allez être à même d'y répondre. Il y a Patricia qui demande « Ne craignez-vous pas que le fait d'externaliser les enquêtes dénature l'objectivité des retours? Le jargon d'entreprise n'est parfois pas perçu par l'enquêteur qui n'est pas dans le domaine d'activité du client enquêté, ce qui peut créer une enquête trop dépersonnalisée et mal ciblée. » Alors, donc là, je peux répondre parce que Pauline l'a exactement précisé, c'est-à-dire que dans notre process de la roue 2, On ne doit pas dire, mais vous allez trouver. en fait, on fait systématiquement une phase d'immersion avec des collaborateurs qui sont en plein dans le sujet, de façon à ce que le verbatim utilisé dans les enquêtes, et donc là on parle d'enquêtes par email, ça peut être des enquêtes par SMS, voire des enquêtes téléphoniques, face à face, mais on s'est vraiment inspiré du contexte, on a travaillé sur le parcours client théorique, etc. Donc on est quand même bien au fait du sujet. Voilà. Et qui plus est, on co-construit aussi avec le client. En fait, nous, dans notre démarche, dans notre méthodologie et dans nos process, on co-construit les éléments. Donc, à la fois la méthodologie de l'enquête, mais également la formulation des questions. On fait passer les formulations de questions devant différents collaborateurs pour voir si la question elle est bien posée, si on a bien compréhensible, exactement. Et ça correspond bien aux besoins initiaux de l'entreprise sur la réponse attendue. Alors Chantal, est-ce que tu as une autre question pour Oui. nos intervenants? Alors, Anne-Laure demande, pourriez-vous préciser la périodicité des enquêtes de satisfaction faites? Est-ce que ce type de méthode est pertinent pour des enquêtes régulières? Alors, déjà vis-à-vis de Virquin, il y a eu une grosse enquête donc, de 2019-2020 qui a engendré une prise de conscience, comme Grégory l'a rappelé, et donc il va y avoir une enquête annuelle. Donc, avec cette volonté de suivre aussi de façon barométrique les éléments. Parce que, et ça me permet de répondre sur un autre aspect, ce qui est très intéressant quand on utilise la matrice Lyosa, c'est que ça nous permet de voir aussi comment les différents items évoluent. Et donc, il y a une vraie pertinence à travailler de façon barométrique. Alors, on a des clients que c'est annuel, on a des clients que c'est tous les 2 ans.
Il n'y a pas de règle absolue. Il y a le fait de savoir à qui on s'adresse. Donc, on peut avoir la notion de persona qui rentre en ligne de compte. Et puis, il y a aussi la capacité pour l'entreprise de faire des ajustements, des corrections. Parce que si c'est des corrections, enfin, s'il y a 2 enquêtes qui sont trop proches et sans qu'il y ait de correction, quelque part, ça va être contre-productif. Ouais. Donc il faut bien distinguer les enquêtes de satisfaction, qui sont là pour détecter l'insatisfaction, gérer le quotidien, et les enquêtes plutôt stratégiques, entre guillemets, où là on veut faire améliorer le process, qui peuvent être annuellement, semestriellement, tous les 2 ans. Alors est-ce qu'il y a une autre question, Chantal, puisqu'on a encore une petite minute? Alors, je vais en poser une... Et le gagnant, bien entendu, ou la gagnante? Alors, ça va être une gagnante. Et c'est Véronique Morel. Ah, bravo Véronique. Cette fois-ci, rendez-vous dans même pas 1 heure pour gagner le prochain livre. Une dernière question. Alors, Virquin travaille en B2B2C. Les enquêtes sont-elles seulement envoyées à vos clients ou aussi aux clients de vos clients? Alors, en fait, c'est une excellente question parce que, et c'est souvent le cas de nos propres clients. En fait, et donc, il y a 3 natures d'interlocuteurs qui sont enquêtés. Il va y avoir les acheteurs, dans les grandes surfaces de bricolage notamment. Il va y avoir les installateurs, qui peuvent être des plombiers, qui peuvent être voire des chefs de rayon. Et donc mais en tout cas, on a la personne qui est en capacité de conseiller, voire d'installer. Et puis, il y a des utilisateurs. Donc, on a la nécessité de travailler différemment ces trois cibles. D'accord, donc en fait on les adresse toutes selon la méthodologie. On a une méthodologie effectivement équivalente, mais la façon d'appréhender le sujet, de questionner n'est pas la même. Ok. Alors Chantal, est-ce qu'on prend une dernière question ou on se donne rendez-vous à 12h pour le prochain atelier? Je pense qu'on me fait signe que ça va être trop juste. Oui, trop juste. À ce moment-là, les questions étaient assez vastes. Donc. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions. Je remercie nos 3 interlocuteurs qui nous ont fait partager cette méthodologie assez innovante et intéressante avec la matrice de Liosa, tous ces choix et la route d'Hemming qu'on a fait, qui a permis de faire gagner à notre cliente ce livre. Et je vous donne rendez-vous dans 7 minutes pour le prochain atelier où cette fois on va parler toujours de productivité au centre de contact. Et là on va parler de l'intégration CRM et centre de contact. Et là, on va retrouver la CCI de Paris et bien entendu un de nos consultants, Ludovic Riquet, qui a plus de 150 projets CRM à son actif. Alors à tout de suite. Et si bien sûr vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la Maison du Client. Donc vous tapez Maison du Client sur Internet et vous retrouverez les contacts de Pauline et de Christophe. Merci Frédéric. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.